Et bonjour à tous, merci, d'être, aujourd'hui avec nous pour, ce webinaire sur l'accessibilité numérique et le handicap, visuel. Je suis très heureuse, de vous accueillir et d'être avec vous aujourd'hui pour environ 1 heure. Donc 1 heure où on va parler effectivement du terme et de l'accessibilité d'une manière générale. On le sait, hein, c'est un terme qui est souvent utilisé dans notre quotidien. On parle de l'accessibilité d'un bâtiment, l'accessibilité d'un document, d'une présentation orale et de l'outil numérique. Et dans tout ça, en fait, on va échanger sur qu'est-ce qu'on entend vraiment par accessibilité et accessibilité numérique. C'est un enjeu de taille pour chaque citoyen. L'accessibilité numérique permet effectivement aux personnes en situation de handicap d'accéder aux contenus et aux services digitaux. Donc plusieurs questions qui vont être, abordées le temps de ce webinaire. Comme, on l'a vu, vous avez un outil de chat, qui est en bas à droite de votre écran si vous souhaitez, participer, poser des questions à nos intervenants. On vous invite à voilà, à passer par ce biais et nous ferons notre possible pour y répondre lors, du webinaire. Avant de continuer, quelques règles du jeu, le temps de cet échange. Donc je vous parlais du chat. L'idée, c'est pas de parler de sujets précis parce que nous sommes sur un format aussi enregistré. Donc, on va être le plus large possible en essayant d'y répondre. Donc, pas de situation individuelle. On vous demande d'avoir une écoute active et nous avons aussi des questions via un sondage qui vous seront, posées et un petit, questionnaire en fin de webinaire qui vous sera envoyé pour y répondre. Voilà pour les règles du jeu. Donc je vous commence de continuer et de vous présenter nos deux intervenantes d'aujourd'hui. Donc Christine Boussaroc et Pascal Arroyo. Christine et Pascal, merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être un petit temps de présentation. Christine, Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être Christine d'abord, quelles sont vos missions, votre poste? On sait que vous travaillez à la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, bonjour. Est-ce que mon micro est bien connecté? On vous entend, Christine, c'est parfait. Très bien, parce que comme Oui, c'est un peu parfait. difficile. Alors, me présenter, je m'appelle Christine Boussaroc, j'ai 57 ans, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai commencé en 87, je suis toujours dans la même collectivité depuis. J'ai commencé d'abord en standard avec des adaptations braille et aujourd'hui je travaille sur le poste en pôle d'accueil RH qui a été créé en 2015-2016 et sur lequel je travaille avec comme support un ordinateur et des logiciels téléphoniques puisque je fais principalement du renseignement de premier niveau avec toute une adaptation qui a été mise en place pour que je puisse travailler dans les meilleures conditions. OK. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. Pascal, du coup, du GIHP? Oui, bonjour. Donc, Pascal Arroyo, je travaille au sein d'une association qui s'appelle le GIHP Aquitaine, qui est une association loi 1901 qui existe maintenant depuis à peu près 45 ans et dont le CA est composé en très grande majorité de personnes en situation de handicap qui sont donc nos employeurs et les décideurs. Et du coup, c'est une association qui regroupe plusieurs services autour de l'accompagnement des personnes handicapées, que ce soit dans leur vie quotidienne avec un service médico-social, un gros pôle autour des aides techniques de compensation avec une plateforme, et un service emploi dans lequel je travaille en tant que conseillère technique spécialisée en basse vision. Et dans ce service emploi, on a deux grandes spécialités, deux grandes expertises qui sont le handicap moteur et le handicap visuel, pour lesquels on accompagne les personnes dans leur vie professionnelle, que ce soit en formation, en emploi, en recherche d'emploi, autour plus spécifiquement de la compensation de leurs problématiques donc visuelles ou motrices. OK, super, merci. Merci beaucoup et nous le verrons après le lien entre toutes les deux sur le post de Christine. Et nous avons également Madame Guéry qui est connectée et qui voulait vous saluer. Madame Guéry, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Super. Bonjour à Bonjour à toutes vous. et à tous. Simplement un petit mot très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour peut-être préciser ou rappeler que le FIP, sur tout ce qui est dispositif d'accessibilité numérique,
a beaucoup augmenté, j'allais dire, la voilure, on va dire, cette dernière année, en lien avec l'ambition du ministère de la fonction publique. Vous trouverez sur le catalogue des aides tout un volant, sur le dernier catalogue des aides, hein, qui date de septembre de l'année 2022, tout un volant de dispositifs nouveaux. Si vous avez des questions sur comment ça s'applique, que vous soyez conventionné ou sur la plateforme, n'hésitez pas à les poser. Et puis, moi, je suis en train de travailler avec le siège. On a des questions de périmètre. Je vous répondrai à toutes ces questions. Merci. Super, merci beaucoup Madame Guéry. Et du coup, merci à toutes les trois pour cette présentation. Donc aujourd'hui, effectivement, accessibilité numérique, un petit programme qu'on va vous proposer en 3 temps. Tout d'abord, un cadre définition de l'accessibilité, puis un petit focus accessibilité numérique et handicap visuel, et un 3e temps de témoignages avec Christine et Pascal, qui, comme vous l'avez sans doute compris, ont travaillé ensemble à l'adaptation du poste de Christine. Donc, première partie pour introduire le sujet, cadre et définition. Pour initier cette première partie, on va vous proposer tout de suite, en fait, un petit sondage qui va apparaître avec cette question. Selon vous, quelle est la meilleure définition de l'accessibilité? Là, on parle de l'accessibilité d'une manière générale. L'accessibilité est, selon vous, une conception de produits, d'équipements, de programmes et de services nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire. L'accessibilité doit permettre à tout le monde d'avoir accès à l'information indépendamment de la situation de l'utilisateur. Ou l'accessibilité et la mise à disposition des sites web au plus grand nombre. Et dernière, c'est un peu long, mais dernière proposition, l'accessibilité concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil aux bâtiments. Alors, pour voir les résultats du sondage, hop, on soumet le vote et je vois que vous êtes encore nombreux à répondre. La réponse n'est pas si évidente que ça, même si une majorité, enfin la moitié d'entre vous, donnerait comme définition à l'accessibilité la première réponse. L'accessibilité doit permettre à tout le monde d'avoir accès à l'information, indépendamment de la situation de l'utilisateur. Pardon, ce n'était pas la première proposition, mais c'est celle qui ressort le plus pour 50% d'entre vous. En fait, il y avait un petit piège à cette question. L'accessibilité, ça peut être un peu toutes les définitions qu'on vous a données. Si on se base sur la définition du ministère, en fait, l'accessibilité, c'est une conception de produits, d'équipements, de programmes et de services nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité à son logement, ainsi qu'à tous les lieux publics, activités. Donc le terme accessibilité est beaucoup plus large et et considère en fait le bâtiment, l'accessibilité au bâti, l'accessibilité aux lieux publics et l'accessibilité aux services et au numérique. Donc c'est vraiment ce lien qu'on souhaitait mettre en avant parce que l'accessibilité numérique est compris dans cette accessibilité d'une manière générale et la suite logique en fait de l'accessibilité parce qu'on accède au bâti, aux lieux, au cadre de travail et à l'accessibilité numérique. Si on vous donne en définition l'accessibilité numérique, là on vous a mis à l'écran la définition de design.gouv qui dit que l'accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. Accessibilité aussi, on vous l'a mis en titre et c'était une question de l'invitation. La définition de A11Y, en fait, très simplement, A11Y, effectivement, veut dire accessibilité, c'est le nombre de lettres compris entre le A et le Y de accessibility. Donc, c'est un acronyme que vous pourrez retrouver sur différents supports pour parler de l'accessibilité numérique. Donc, cette accessibilité est une mise à disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou leur logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle aussi, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale
des ressources numériques. Donc, elle englobe vraiment différentes populations et différentes outils et ressources numériques. Elle ne désigne pas, et ça c'est qui est important, l'accessibilité numérique ne fait pas uniquement référence au site web. Elle considère également les mails, les objets connectés qui peuvent en faire partie, les téléphones portables et les applications qui sont sur ces téléphones portables, les logiciels et toutes les innovations qui sont créées, qui sont nouvelles et qui peuvent créer en fait de nouvelles opportunités, à condition bien sûr qu'elles soient accessibles à tous les publics. Quelques chiffres juste avant de continuer. On estime, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'accessibilité numérique concerne aujourd'hui plus de 600 millions de personnes de tous âges et en situation de handicap dans le monde, et ça concernerait en France environ 9,6 millions de Français. Donc quand même des challenges qui nous dans nos métiers et dans nos missions, parce qu'on n'est pas tous développeurs web et qu'on ne sait pas tous coder, mais on peut tous intervenir dans l'accessibilité numérique de par l'accessibilité de nos mails et de tous nos outils de communication avec nos collègues ou dans nos entreprises et dans nos sociétés. Pour continuer, quelques points, et notamment Madame Guéry en parlait de l'évolution et notamment des aides du FIP par rapport à l'évolution de la loi. Pour vous dire que l'article 47, et je reviens à la loi du 11 février 2005, et rapidement avant de laisser la parole, donc l'article 47 de la loi du 11 février 2005, qui nous dit que les services de communication publique en ligne, des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, doivent être accessibles aux personnes handicapées. Donc, texte législatif au début, donc 2005. Ensuite, il n'y a pas eu trop, entre guillemets, d'évolution, mais avec plusieurs audits qui ont été faits sur l'accessibilité des sites numériques, il y a une nécessité, et notamment en 2016, avec la loi 2016-1088, de recentrer et resituer aussi cette loi de 2005 pour faire un focus sur le fait que c'est une obligation des employeurs de s'assurer que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel soient accessibles. Donc, on part du général avec l'information sur les sites web pour se refocaliser sur le travail de chacun, et donc de s'assurer que toutes les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès à tous leurs logiciels métiers, à leur intranet, à leur extranet, etc. Cette loi, cet article 56 de la loi du 8 août 2016 aussi, s'assure que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. On ne va pas trop le développer, mais on voit aussi cette importance avec toute la crise Covid que nous avons traversée et cette nécessité d'adaptation des postes. Un dernier point législatif sur la loi du 2016-1321 du 7 octobre 2016, qui en fait est une loi pour une république numérique, avec un accent mis par l'article 106, qui rappelle le périmètre en fait de la loi de 2005 et qui vient le préciser, et qui dit que les services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. Et les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et les mobiliers urbains numériques. Donc tout ce qui est important dans le quotidien des agents et des collaborateurs en situation de handicap pour une république numérique et une accessibilité toujours plus développée. Voilà un petit peu pour le contexte et pour quelques points législatifs. Je vous propose maintenant qu'on rentre plus dans le sujet de cette accessibilité numérique et du handicap visuel par une petite vidéo de présentation qui a été faite par Jamshid Kohandel, qui est juriste au sein de design.gouv et qui va nous expliquer quels sont les outils qui lui sont nécessaires pour son poste de travail et pour que son poste de travail soit adapté à son quotidien. Je vous propose, Christine, qu'on coupe nos micros et qu'on revienne après la vidéo pour en parler ensemble. Alors, on l'a vu, Pascal, Christine, cette petite exemple d'outils qui servent à l'accessibilité numérique et de permettre la navigation
sur les sites internet. Peut-être Pascal, je m'adresse à vous parce que vous êtes la pro en fait de l'accessibilité numérique. Peut-être un commentaire déjà. On a vu quelques exemples en fait qui sont utilisés par Jamshid avec la plage braille, la synthèse vocale, l'important de coder. Peut-être quelques exemples plus précis ou de détails vous pouvez nous apporter sur ces matériaux. Sur cette vidéo, on voit qu'il utilise du coup un logiciel lecteur d'écran, on appelle ça. C'est ce qui permet de donner les informations à la synthèse vocale qui va les vocaliser et qui va lui permettre de décrire son environnement informatique, ce que nous, on a sous les yeux en fait. Donc par contre, nous, on a un ensemble de choses sous les yeux. On englobe la totalité de ce qu'il y a à l'écran et qui est fait pour être visuellement facilement compréhensible. Quand on a un retour vocal comme ça, du coup, la synthèse ne peut dire qu'une chose à la fois. Donc, la synthèse va balayer partie par partie la totalité de l'écran. Et du coup, Jamshid, en l'occurrence, connaît tout un tas de raccourcis clavier, de techniques, de moyens qui lui permettent d'arriver à s'y retrouver dans cette globalité sans avoir la vue d'ensemble que nous, on a. C'est toute la difficulté de la chose. Et lui, du coup, il a la possibilité d'avoir à la fois un retour vocal et un retour braille sous les doigts qu'on a aperçu avec une plage braille, ce qui n'est pas forcément indispensable. Beaucoup de personnes n'utilisent que la partie synthèse vocale parce que tout le monde n'est pas brailliste. Et c'est fait aussi pour pouvoir être utilisé juste avec la synthèse vocale. Mais le braille ajoute un complément d'information qui permet encore de faciliter le fait de ne pas avoir, de compenser le fait de ne pas avoir la vue d'ensemble en ajoutant des éléments complémentaires. Voilà. Et du coup, merci, on l'a vu sur la vidéo, comme vous le disiez, il a un clavier donc avec ses raccourcis clavier pour pouvoir se repérer sur l'écran et sur son ordinateur, en plus cette plage braille du coup qui va lire et qui va faire relever les petits pictos du braille sur sa plage, sur là où est le curseur pas de sa souris parce que du coup il ne navigue pas à la souris, mais là où est le curseur de la synthèse, c'est bien ça ? Voilà, pour naviguer, il n'utilise donc que son clavier parce qu'évidemment, la souris est un élément complètement visuel. Donc, tout est au clavier, tout fonctionne donc il connaît la dactylo forcément. Donc, il utilise le clavier sans le regarder et il utilise tout un tas de combinaisons de touches, les raccourcis clavier, qui lui permettent d'émuler tout un tas d'actions qui sont celles faites par la souris globalement. Mais donc, en effet, après, il a un retour qui est séquentiel, partie par partie, comme on disait, et ce qu'on a sur la plage braille, c'est à peu près la même chose que ce qu'il a entendu à la synthèse vocale, sauf que la synthèse vocale défile tout ça et si on rate une information, on l'a raté. La plage braille permet de l'avoir sous les doigts, donc de pouvoir revenir en arrière si on rate un élément, si on n'a pas bien compris. Et ça ajoute des petits éléments supplémentaires de compréhension, des éléments aussi, par exemple, d'orthographe, où des fois la synthèse vocale, s'il y a un acronyme avec quelque chose de raccourci, va lire un truc incompréhensible à l'oreille. Et par contre, sous les doigts, on va pouvoir le comprendre, du coup, cet acronyme, parce qu'on aura la version orthographiée, avec les lettres par lettre. Ok, et je vois déjà une question, peut-être que je peux vous la poser tout de suite, sur le logiciel lecteur d'écran. Est-il intégré au site web ou sur l'ordinateur personnel de l'utilisateur ? Alors là, il utilise le logiciel le plus perfectionné qui s'appelle JAWS, qui est sur son ordinateur. C'est un logiciel payant qui est installé sur l'ordinateur. Il a un quasi équivalent qui est gratuit qui s'appelle NVDA, mais ils sont quasi équivalents, il y a quand même des différences, on ne peut pas toujours mettre les deux indifféremment. Et du coup, donc ça, ce sont des versions payantes qui sont ajoutées sur l'ordinateur de la personne, qui sont paramétrées et que la personne doit apprendre à utiliser. Il existe aussi sur Windows déjà un narrateur, le narrateur de Windows qui vocalise, mais qui est de bien moins bonne qualité. Et il existe plein de petites solutions maintenant gratuites. Par exemple, sur Microsoft a développé ce qu'on appelle le lecteur immersif. Donc, si vous utilisez Microsoft Edge, vous pouvez lancer la vocalisation des pages en cours de manière très simple. Pour le coup, là, vous n'avez pas beaucoup d'apprentissage à faire, contrairement au logiciel JAWS. Mais par contre, là aussi, c'est très limité. C'est-à-dire que sur certaines pages web, ça va marcher, super. Par contre, vous vous exposez au fait que sur d'autres, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, vous n'avez pas d'alternative. Alors qu'avec les logiciels payants comme JAWS ou les logiciels NVDA qui sont plus développés, là, pour le coup, vous avez plein d'apprentissages de tout un tas de trucs et astuces pour contourner les difficultés que vous pouvez rencontrer parce que, comme on le sait, chaque page web, par exemple, c'est un développeur web qui l'a fabriqué et il l'a fabriqué à sa sauce, si on peut dire, tout comme les logiciels. Donc, il y a des normes d'accessibilité.
mais qui sont déjà loin d'être tout le temps respectées. Et même quand elles sont respectées, ça ne veut pas dire que tous les sites sont faits de la même manière. Et en général, ils sont faits pour être facilement pris en main d'un coup d'œil, mais pas d'un coup de synthèse vocale. Donc, la structure qui est facile visuellement, qui est étudiée pour être facile visuellement, ne l'est pas du tout forcément facile à comprendre de manière auditive. Et donc, la personne va devoir contourner ça en faisant des raccourcis clavier, par exemple, pour lister tous les liens qui sont sur la page web, pour lister toutes les fenêtres, pour lister toutes les parties, pour lister. Et comme ça, elle va arriver à se refaire une représentation mentale de comment est fichu le site qu'elle est en train de regarder, et comme ça, savoir où elle doit aller pour trouver l'information qu'elle recherche. Donc une importance de bien organiser aussi les documents. Là, vous parliez des sites internet, mais également sur l'accessibilité des documents, de bien les organiser pour que ce soit plus facilement lisible via la synthèse. Et je vois qu'il y avait des questions sur les noms des logiciels de lecteurs d'écran. Effectivement, c'est JAWS, J-A-W-S, et NVDA qui sont également proposés. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Peut-être en lien justement avec Christine, donc du coup qui est que vous avez accompagnée et qui est agent à la région Nouvelle-Aquitaine. Christine, du coup, je vous invite peut-être à revenir et à utiliser le raccourci clavier, le M, c'est bien ça, pour remettre son micro. Et du coup, Christine, non, vous n'avez pas encore le son. On ne vous entend pas, Christine, votre micro est encore… Voilà, Ça y super, est, c'est bon. merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Christine, super. Mais alors excusez-moi, juste une parenthèse, je vous entendais bien. Mais Oui. alors, j'ai plus rien qui s'affiche à mon écran et je n'avais plus la possibilité d'accéder à mon micro. J'étais très embêtée. Mais là, on vous a retrouvé et c'est peut-être lié à la vidéo. On verra effectivement sur l'accessibilité aussi en direct de la plateforme de webinaire sur des petits ratés, mais vous êtes là et voilà, vous êtes bien là. Est-ce que vous avez, enfin, Pascal nous parlait un peu de la plage braille et des lecteurs d'écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, peut-être un peu plus sur et votre parcours? Vous nous parlez de votre arrivée à la région Nouvelle-Aquitaine en 87 et votre évolution de poste. Comment s'est passée en fait votre arrivée à votre poste au tout début, si je puis dire? Alors en 87, quand je suis arrivée, effectivement, les adaptations qu'on a aujourd'hui et tous les équipements qui existent, même s'il y aura encore beaucoup, mais en tout cas, ce qui existe aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Et donc moi, j'ai commencé au standard avec ce qu'on appelle un PO Braille. C'est un gros clavier sur lequel s'affichaient en braille les données d'un appel, puisque je ne faisais que du standard, d'un appel arrivant ou d'un appel interne, et ça s'affichait en braille. Donc ça, c'était un pupitre, si vous préférez, où il y avait toute une plage tactile qui m'informait du numéro qui appelait, voilà. Après, ben du coup, j'ai un petit peu plus tard, quelques années plus tard, l'informatique est arrivée et tout doucement. Et alors, on a commencé à avoir un écran avec un gros clavier, un gros clavier adapté spécifiquement au téléphone, sur lequel se rajoutait une plage braille. Alors, je pense que c'était les premiers JAWS de mémoire, qui me permettaient, qui retranscrivait, pardon, excusez-moi, en braille, ce qui était envoyé par l'écran, puisqu'il y avait 2 zones sur l'écran, une zone concernant les appels extérieurs et une zone concernant les appels intérieurs. Et puis, il y a eu une opportunité d'un pôle d'accueil en ressources humaines un peu plus tard. Donc, juste une petite parenthèse, mes problèmes de santé ont fait que je voyais très mal. Ça a été très fluctuant jusqu'à maintenant. Donc, une période où j'ai vu un tout petit peu mieux grâce à des corrections très spécifiques. Et ce qui m'a permis de recouvrir un petit peu la vision et qui me permettait, grâce à des grossissements sur écran, de pouvoir travailler, de ne plus travailler en braille. Et puis donc je suis arrivée donc à l'accueil des ressources humaines
où j'ai travaillé sur écran. Et puis, dans les quelques mois qui ont suivi, malheureusement, mes yeux se sont à nouveau excessivement fatigués par le fait que j'utilisais beaucoup mes yeux. Je grossissais certes avec un système de zoom classique. Et donc, du coup, on a fait appel, alors je dis on, en tout cas, la référente handicap de la collectivité a fait appel au GIHP pour mettre en place des adaptations un peu plus faciles pour me faciliter le travail. Donc, Madame Arrouillot s'est occupée de moi et on a installé un logiciel qu'on appelle le Zoom Text, qui permet en partie de non seulement grossir, mais en même temps, on avait adapté la possibilité de mettre les écrans en mode sombre. Parce qu'il faut savoir que ma pathologie fait que j'ai une très très grande sensibilité à la lumière. Et le mode sombre était beaucoup plus apaisant pour mes yeux. On a mis en place aussi des lunettes avec des vitres, des verres dont les filtres sont très très particuliers, les filtres de couleur, qui me permettaient d'apaiser mes yeux de la luminosité, notamment de la luminosité qui est quand même assez importante au niveau des écrans, entre autres luminosités. Et puis, ma vue s'est à nouveau énormément dégradée suite à une intervention que j'ai eue l'année dernière, qui s'est un petit peu compliquée. Et à ce jour, je ne vois quasiment plus rien, des ombres, des couleurs. J'arrive un tout petit peu à lire, mais de très 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 près en mode sombre. Et donc, on a fait à nouveau une nouvelle réadaptation et depuis, je travaille avec une synthèse vocale qui pallie en fait, qui remplace un petit peu effectivement le braille. Mais bon, aujourd'hui, le braille, j'en ai quand même encore besoin pour, en tout cas pour ma partie personnelle. Pas dans le cas du travail, je ne l'utilise pas. J'utilise aussi une grosse loupe électronique qui permet de switcher ce qui est en mode clair, tout ce qui est format papier, de le mettre en mode sombre et de me permettre de lire, en grossissant toujours et en mettant en mode sombre. Et voilà, la NVDA, elle a ses limites et effectivement aujourd'hui, tout n'est pas adapté avec les logiciels de travail que j'ai actuellement. OK, donc merci. Si je résume et du coup, à votre arrivée, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi votre changement de poste et l'évolution de votre vue s'est un peu fait en parallèle. Vous avez commencé par du braille, ensuite de la synthèse vocale, et il y a eu ce tournant en 2016-2017 avec votre changement de poste et notamment vous me disiez aussi une certaine fatigabilité au début de votre prise de poste. Oui. Juste avant de faire intervenir Madame Pascale, Madame Arroyo, sur comment en fait, et c'est intéressant comment vous avez fait, vous avez échangé sur cette fatigabilité, vous parliez de la référente handicap, de la structure, comment tout ça s'est mis en place avant l'intervention de Madame Arroyo? Comment ça s'est mis en place? Tout simplement, moi, j'ai fait appel à la référente handicap en Mmh. disant que la difficulté devenait grandissante pour pouvoir lire correctement et travailler correctement. Et c'est cette référente handicap qui s'est mis en rapport avec Cap Emploi, qui a fait le lien et qui s'est rapproché du GIHP, puisque le GIHP, comme l'a expliqué Madame Arroyo, euh, euh, agit, excusez-moi, pardon, Pas de agit souci. justement sur tout ce qui est la partie emploi pour l'insertion des personnes handicapées, pour avoir un équipement adapté pour travailler dans de bonnes conditions. Merci, et du coup, donc Cap Emploi appelle le GIHP et vous intervenez, Pascal, en tant que prestataire d'appui spécifique dans le cadre, de la PAS, sur le poste de Christine. Est-ce que je peux vous demander comment s'est passée la première rencontre, premier diagnostic? Racontez-nous tout. Ben,
Oui, du coup, moi, j'ai rencontré Christine au moment où elle avait un mieux au niveau de ses capacités visuelles. Donc, elle était auparavant, comme elle l'expliquait, sur du braille et du vocal parce que ses capacités ne lui permettaient pas d'utiliser ces outils visuellement. Et puis, elle a bénéficié d'une amélioration et donc, elle a pu se resservir de sa vue et en profiter pour faire sa prise de poste sur ce nouveau poste de travail en utilisant sa vue. Et du coup, malheureusement, il y a eu cette fatigue. C'est quand même important à noter parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas dans une situation d'impossibilité absolue. Très souvent, on est dans des situations de malvoyance importante, on va dire, en tout cas associées à une fatigabilité importante, qui font que, certes, les personnes peuvent, en tout cas en forçant, en ultra compensant, si on peut dire, continuent à faire, mais à quel prix? Et c'est souvent difficile de passer le cap, de changer de manière de faire, de se dire qu'on ne peut plus déjà, parce que souvent les personnes ignorent elles-mêmes ce qui pourrait exister et se disent que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Soit elles continuent, elles serrent les dents et elles continuent à tout prix, soit elles n'ont plus de travail. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait que souvent les alertes arrivent assez tardivement, parce que tout ce dont on parle là de solutions de compensation, c'est très peu connu. Hein. Quand on n'a pas l'occasion d'être confronté à ça, on ne sait pas qu'il y a tout ça qui existe. Donc souvent, c'est pour ça qu'il y a des signalements assez tardifs en termes de fatigabilité et de situations d'inconfort très important au niveau visuel. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec Christine, qui, malgré l'écoute très bienveillante de sa référente handicap et de son équipe, qui était tout à fait bienveillante autour d'elle également, a essayé le plus longtemps possible de faire tout ce qu'elle pouvait faire et de déployer toutes les stratégies qu'elle pouvait déployer. Et donc, finalement, avec cette fatigue, elle a fini par alerter. Et ça a fait le chemin qu'elle a décrit en passant par sa référente handicap, la conseillère Cap Emploi qui la suivait et qui, face à la grande spécificité technique, a déclenché une prestation pour nous faire intervenir dans le cadre des prestations PASS. Et donc, on est intervenu et on a commencé par faire l'analyse de la situation, à la fois visuelle et de son environnement de travail, de sa situation de travail, des outils qu'elle devait utiliser. Et aussi de la volonté de Christine qui était au début de rester sur l'utilisation de sa vision au maximum. Donc, on a essayé d'optimiser du point de vue visuel au maximum tout ce qu'on pouvait faire. C'est là qu'elle parle du logiciel Zoom Text, de l'inversion des couleurs à l'écran, de jouer sur des filtres pour la protéger de la luminosité, de l'apprentissage de raccourcis clavier, la mise en place de macros également pour faciliter certaines actions qu'elle avait à faire sur l'ordinateur. Enfin, on a déployé tout ce qu'on pouvait déployer. Il y a eu aussi de l'apprentissage. Hein. Christine a dû apprendre à faire différemment. On a complètement bouleversé ses affichages, ce qu'elle voit, toutes ses habitudes en fait. Hein. Donc au début d'ailleurs, ça a été un peu perturbant pour elle, mais comme à chaque étape, elle s'est saisie de tout ça avec brio et elle a pu rebondir. Mais du coup, c'est coûteux. C'est tout ça pour dire que c'est coûteux pour les personnes aussi. Ça demande de tout remettre en question dans ses pratiques de travail, ce qui est vraiment pas évident. Donc voilà, donc elle a pu rebondir et elle a pu pendant quelques temps encore travailler en visuel avec cette optimisation qu'on avait essayé de mettre en place ensemble. Pour autant, il y avait encore de la fatigue visuelle et puis malheureusement, il y a eu une aggravation encore de sa situation de santé. Et donc là, après, il y a eu un moment où le médecin du travail était également dans la procédure et tous ensemble, on s'est mis d'accord sur le fait que Christine devait ne pas travailler en visuel. La condition pour qu'elle puisse, à ce moment-là, elle était en arrêt de travail suite à ses problèmes de santé. La condition pour qu'elle puisse reprendre était qu'elle puisse reprendre sur un poste où elle n'avait pas besoin de sa vue. Ou en tout cas, elle pouvait faire 95% de ses activités de travail sans sa vue. Et donc, c'est là où on est passé à du vocal et où il a été analysé justement la possibilité d'accéder à ces outils de travail en vocal. Et c'est là qu'on s'est confronté, comme le disait rapidement Christine, à l'inaccessibilité de certains de ces outils de travail, de certaines des applications qu'elle utilisait. Donc, on a fait à la fois une recherche d'accessibilité de ces outils et essayer d'optimiser ça avec le logiciel et d'apprendre à Christine à s'en servir. Et à la fois, le fait de faire le tri dans ses activités de travail et d'analyser un petit peu l'organisation du service, les tâches qu'elle avait à faire, son activité de travail, pour pouvoir sélectionner là-dedans ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, et en lien avec sa hiérarchie, avec la référente handicap, avec la conseillère Cap Emploi, essayer de réfléchir aussi à de l'organisation du travail, à comment on peut faire en sorte que les outils qui sont les moins accessibles, est-ce qu'on ne peut pas contourner ça et la faire travailler sur des tâches qui permettent d'avoir plus d'accessibilité, etc., etc. Et pour finir, là actuellement, on est sur le fait de développer l'accessibilité parce qu'il y a la possibilité de travailler à des scripts, c'est-à-dire apprendre au logiciel lecteur d'écran
pour Madame Boussarok, c'est NVDA, lui apprendre comment est structuré le logiciel métier qu'elle utilise. Et donc, pour ça, on développe des scripts qui lui permettent de l'utiliser le plus intuitivement possible, le plus facilement possible, malgré le fait qu'elle n'ait pas la vue d'ensemble, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et que ce soit quand même le plus intuitif possible en ayant juste le retour vocal. D'accord, il y a eu beaucoup de choses dans tout ce que vous nous avez, déjà dit et de la part de Christine sur l'auto-formation, enfin de la formation, avec vous à la prise en compte de ces outils et de se challenger sans cesse pour, réapprendre à les utiliser. Une prise en compte aussi des outils, métiers de l'adaptation. Donc ça peut-être vous parliez d'équipe avec, intégrer le médecin, mais il y a peut-être les équipes informatiques aussi qui ont été mis dans la boucle pour intervenir. Et vous parliez aussi de compensation au sein de l'équipe avec un réaménagement en fait des charges de travail et des missions peut-être qui ont Oui. été redispatchées au sein de l'équipe. Est-ce que ça, Christine, vous pouvez peut-être commencer par ce point de vue-là? Comment ça s'est passé avec l'équipe? Est-ce qu'il y a eu des sensibilisations particulières? Dites-nous tout. Oui, alors oui, il y a eu des discussions effectivement qui ont été menées pour que effectivement l'équipe avec qui je travaille. Alors, comprendre, c'est jamais facile de se mettre à la place de quelqu'un qui a un handicap et de comprendre son handicap. Mais en tout cas, d'arriver à s'adapter et à conjuguer ensemble pour qu'on puisse travailler les uns et les autres dans de meilleures conditions. Donc, c'est important que tout le monde comprenne qu'effectivement, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Même si effectivement le support Loop m'aide, mais c'était la condition effectivement pour que je revienne, que je n'utilise pas mes yeux pour pas les fatiguer puisqu'ils sont excessivement fatigués aujourd'hui. Donc c'est passé alors, c'est pas forcément passé par plein de réunions, de discussions, c'est surtout de l'information que j'ai transmis et à mon chef de service et à mes collègues, puisqu'on est une équipe de 3-4. Et aujourd'hui, ça se passe très bien parce qu'ils ont bien compris que, il y a des choses effectivement, je ne peux pas faire, pardon, tout ce qui est lié à la lecture, je peux le faire si j'ai pas le choix, mais, avec la loupe et à quelles contraintes aussi, parce que ça, c'est important pour moi de le dire, c'est que toutes ces contraintes-là, elles me facilitent le travail d'une certaine façon, mais ça demande une extrême concentration, une acceptation d'abord, parce que c'est pas si simple, et aussi une énorme concentration d'être avec la synthèse vocale, avec les communicants quand les gens appellent pour avoir leur enseignement, avec ce que me dit la synthèse, ce que me disent mes collègues. Donc le soir, je rentre, je fais pas de vieux os pour m'endormir parce qu'effectivement, c'est très, très épuisant. Mais bon, voilà, effectivement, c'est quand même facilitant. Alors moi, j'ai eu cette chance effectivement pendant ma période d'arrêt où j'étais toujours par le GIHP, mais d'un point de vue personnel, puisqu'en fait, on a pu allier le professionnel et le personnel, apprendre, comme le montrait la vidéo tout à l'heure, des raccourcis clavier. Donc ça, j'ai appris, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai repris le travail après un an d'absence. Et, et donc, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est facile. Et du coup, Enfin, plus facile. vous avez sur votre temps personnel aussi, vous vous êtes formé pour l'accessibilité numérique avec ces raccourcis clavier et c'est Oui. des outils, une formation qui vous sert aussi dans votre cadre professionnel actuellement. Oui, ah oui, tout à fait. J'ai gagné en rapidité de compréhension. Mhm. Le fait que j'ai eu cette chance de pouvoir être accompagnée dans un cadre personnel euh, par le GIHP m'a permis d'apprendre effectivement les raccourcis clavier, à écouter aussi ce qui se dit à l'écran quand je passe la flèche sur certains onglets. Bon, ouais, comme vous avez pu le constater à la vidéo, ça ne lit pas tout. Mais en tout cas, ça a été très aidant parce qu'effectivement, quand j'ai repris, ça a été assez rapide de me familiariser, pardon, avec la synthèse vocale. Ouais, allez-y, Pascal. Oui, je voulais compléter ce que disait Christine. C'est vrai qu'elle a, du coup, c'est dans le cadre de notre service du SAMSA.
que Christine, pendant son arrêt maladie, a pu être accompagnée. Ça s'est assez bien goupillé dans le temps pour que, du coup, elle a eu la formation de base à l'outil NVDA. C'est la même chose pour JAWS dont je parlais aussi, hein. Il faut une formation de base, il faut un socle de base qui peut être, là, du coup, Christine a pu le faire pendant cet arrêt sur son temps perso, dans la durée, à son rythme, si je puis dire. Mais ça peut aussi être fait dans le cadre pro quand c'est nécessaire, hein. Mais du coup, là, ça a été fait du coup bien pendant son arrêt. Elle avait les bases et quand elle a repris le travail, elle avait les bases. Et il y a eu un complément de formation sur son poste. Et il va y avoir encore des compléments de formation dans le cadre de formation professionnelle. Donc, ça peut s'articuler sur le pro et le perso suivant les situations. Et ensuite, parmi ce qu'on évalue, il y a aussi les capacités des personnes par rapport à ces apprentissages-là. Parce que comme le dit Christine, ça demande des ressources énormes, une capacité d'abstraction très importante, une capacité de concentration, tout un tas de choses. Et Christine, elle a l'avantage d'avoir travaillé auparavant en braille, avec une synthèse. Elle avait beaucoup d'expérience sur laquelle elle s'est basée. Elle a une expérience de travail en non visuel déjà dans son passé qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y avait tout ça qui a beaucoup servi. Mais du coup, pour d'autres personnes, à chaque fois, on évalue et souvent, c'est du pas à pas. Et par exemple, Christine, quand elle a repris le travail après son arrêt, on était sur des choses beaucoup moins ambitieuses parce que c'était le démarrage. On est parti sur quelque chose de pas très ambitieux. Et plus ça va, et plus elle, vu qu'elle prend son poste, voilà, elle prend tout ce qu'elle peut prendre, elle apprend tout ce qu'elle peut apprendre et finalement, je crois pouvoir dire qu'elle commence à s'amuser avec tout ça aussi quelque part. Il y a un côté où elle y prend goût en tout cas. Et donc, du coup, on va de plus en plus loin et on va continuer à aller de plus en plus loin. On en a discuté encore lors de notre dernier échange avec la référente handicap, que du coup, allons-y, continuons, suivons là et puis donnons-lui tous les moyens possibles. Et du coup, la collectivité suit à 300% le fait de petit à petit la faire monter en compétences par justement ces formations. Mais forcément, c'est une chose après l'autre parce que tout ça est extrêmement difficile à faire et pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se dire qu'il suffit d'acheter le logiciel adapté, de l'installer sur le poste et le poste est adapté. Vraiment, ça, c'est 10% du travail. Et effectivement aussi, vous le ressoulignez, cette notion d'équipe, le point de vue personnel de formation et de se questionner tout le temps, se challenger. L'équipe autour, la référente handicap a été citée, le médecin du travail. On parlait des services informatiques et ça me permet de faire le lien avec une question aussi dans le chat qui est un peu plus large, peut-être plus pour des développeurs, mais comment créer une page accessible? Y a-t-il des préconisations répertoriées sur un site ou un document? Il y a des audits qui sont faits et qui peuvent être proposés aussi dans le cadre et du FIP à voir sur le catalogue sur ces audits. Mais Pascal, on parlait du lien avec le service informatique et vous parliez de scripts qui peuvent être développés ou de certains logiciels qui ne sont pas accessibles, notamment métier. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans le cadre de Christine, justement? Mais c'est sûr que quand on peut intervenir à la conception, c'est l'idéal. C'est-à-dire que tout ce qu'on va rajouter, vous voyez là par exemple, il y a un logiciel qui évolue, qui va être central dans la pratique de Christine, dans le service. Et donc là, on travaille d'arrache-pied à ce que la nouvelle version de ce logiciel, qui va être lancée en septembre, soit accessible pour Christine. Tel quel, il est accessible, mais assez difficile d'utilisation, pas ergonomique, et il demanderait à Christine de faire moult manipulations pour la moindre petite chose qu'elle fait dedans. Donc là, en fait, ce scripting, ces scripts NVDA qui vont être développés, vont lui permettre d'accéder plus rapidement et plus efficacement à ce qu'elle a besoin de faire. Ça va être à ça que ça va servir. Le problème, c'est que potentiellement, à chaque mise à jour du logiciel interne, il faudra que ces scripts soient revus parce que ça va venir réorganiser les choses dans le logiciel et potentiellement, ce qu'on aura appris à faire au lecteur d'écran pour accélérer les choses ne marchera plus. Donc, le scripting, en gros, c'est des pansements mis sur des sites qui ne sont pas super accessibles. Si à la base, le logiciel avait été conçu en respectant toutes les règles d'accessibilité, on n'aurait pas eu besoin de ces pansements. Et du coup, à chaque nouvelle évolution, il aurait juste fallu réapprendre comment c'est fichu, mais en fait, il n'y aurait pas eu besoin de réadapter les choses. Le souci, c'est que là, par exemple, on est très en lien avec la DSI, vraiment ceux qui décident, qui sont en train de créer en fait le logiciel. Donc, on est vraiment à la source. Donc, on pourrait se dire qu'on peut aller rendre les choses accessibles. Mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas fabriqué le logiciel de A à Z. C'est pas comme ça que ça se passe dans 95% des cas. On achète un logiciel, en tout cas une structure de base, et dedans, on développe
les pages qui vont nous intéresser pour notre administration. Et donc, la DSI a la main sur la création des pages, mais n'a pas la main sur comment c'est structuré le logiciel. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit le plus facile possible pour Christine, mais en fait, ils n'ont pas tant que ça de marge de manœuvre à ce niveau-là. Et ils vont quand même, là, par exemple, créer une interface spéciale pour Christine qui sera moins susceptible de changer. Donc, ils ont quand même la main sur un aspect qui peut être vraiment intéressant et limiter ces changements-là qui vont tout bouleverser pour elle éventuellement. Mais pour autant, on n'a pas accès au codeur vraiment de base qui va fabriquer la base du logiciel. Et c'est en général, c'est très rare parce que là, il faudrait avoir des équipes de codeurs énormes, ce que quasiment personne n'a, quoi. Et là, du coup, la page accessible, c'est pas un pansement, c'est quelque chose qui va pouvoir être pérenne, du moins dans l'utilisation. En tout cas, ça va être une page qui va être plus figée, c'est-à-dire que les autres vont voir leur page évoluer et sur la page Cora Christine, les aspects qui bougent un peu souvent ne vont pas, par exemple des fenêtres pop-up, des choses comme ça n'impactera pas l'interface à laquelle accédera Christine. Donc déjà, ça minimisera ce qui peut être embêtant pour les pansements qui vont de toute façon devoir y être mis. Ok. Et Christine, quand on échangeait pour préparer ce webinaire, vous me parliez de certains logiciels qui n'étaient pas accessibles, mais du coup de compensation que vous avez développé pour avoir accès aux infos. Je pense notamment à des messageries, des logiciels de messagerie professionnelle. Alors, oui, Outlook qu'on utilise en messagerie professionnelle. Outlook, ils ont bien travaillé. Je vais pas faire de la pub spécialement, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on peut manipuler très aisément. Bien sûr, toujours pareil, hein, j'ai l'apprentissage des raccourcis clavier, mais Outlook est Oh, excusez-moi, je suis désolée, pardon. Pas de Je souci. me Non, mais vous excusez. parliez, c'était ma Non, mais en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on manie très très bien avec les raccourcis clavier et on se balade très très facilement quand on va dans la boîte de réception de Outlook et pour aller envoyer les messages et pour les lire et pour aller dans l'arborescence. Et ça, pour ça, ça marche très très bien. Par contre, bon, Alors, ben là, on est en train de travailler sur Teams. Teams est pas facile du tout pour moi. J'ai essayé, moi, si on peut dire, de bidouiller pour essayer de voir un petit peu comment je pouvais faire travailler NVDA avec le Teams. C'était compliqué. Donc, du coup, là, au niveau du travail, tout le monde s'attelle, ainsi que Madame Arroyo, pour que je puisse avoir l'accès à Teams, puisque au sein de l'équipe, on l'utilise beaucoup. Mais après, oui, voilà, Outlook fonctionne très bien, donc là-dessus, j'ai aucun souci. C'est-à-dire qu'en fait, notre outil de messagerie sur lequel on travaille, dont on parlait tout à l'heure, qui va être mis en place et qui restera figé pour moi dans le maniement. D'autres logiciels, pour l'instant, je ne travaille pas du tout. Mais ce logiciel de messagerie, moi, je le compense justement avec Outlook et c'est ce qui me permet de faire un petit peu plus de tâches que prévu, puisque je suis limitée dans mes tâches. Hein. Mes tâches, elles sont avant tout de la réponse de premier niveau au téléphone, mais ça passe par la messagerie, ça passe par aussi des documents. Alors tout ce qui est documents, pour l'instant, même si dans l'absolu je pourrais le faire, mais je forcerai trop sur mes yeux. Oui, c'est ça en fait. L'idée, c'était vraiment que j'utilise pas mes yeux. Donc, effectivement, avec la loupe électronique et les autres logiciels en grossissant, mais je m'épuiserai de trop. Donc, effectivement, il y a quand même quelques logiciels que je n'utilise pas. Et donc, mais bon, je compense par le fait que j'aime beaucoup parler. Donc, ça va aller au niveau de la communication, ça marche assez bien. Ça. Et on nous pose une question aussi dans le chat, Christine. Est-ce que vous avez des conseils, au-delà justement de ces logiciels, sur des conseils simples pour organiser peut-être les mails ou les documents Word à transmettre pour que ces documents vous soient le plus accessible, du moins le plus lisible naturellement, sans adapter? Alors, moi qui suis en mode sombre, c'est-à-dire que, c'est couleur inversée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran qui est clair
il est sombre. Alors, pour quelqu'un qui voit pas bien, c'est une bonne solution parce que ça fatigue moins. Après, bon, il y a le système du grossissement. Il faut savoir que le format Word s'adapte très bien au mode sombre. Le format PDF, non, puisque le format PDF, bien souvent, c'est du format image. Mais peut-être que Pascal l'expliquera mieux que moi. Alors après, Microsoft a développé un narrateur, si je peux dire ça comme ça. Et très bizarrement, parce que, alors, excusez-moi, je fais une petite parallèle avec mon portable téléphonique qui, moi, j'ai une application sombre sur mon portable téléphonique qui permet au PDF de passer en sombre, alors que sur mon ordinateur, le PDF ne se transforme pas en sombre. Alors ça, c'est un petit peu les subtilités que je n'ai pas techniquement. Après, le narrateur dans Outlook, enfin avec Microsoft, fait qu'on a la possibilité d'avoir la lecture à voix haute, que ce soit pour le format Word comme sur le format PDF. Mais Le attention, principe, encore une fois, c'est toujours un peu limité, hein, parce que il va vous, ce narrateur, il va vous lire le PDF, mais il vous lira pas s'il y a des images, des croquis, des Et schémas, le le narrateur vous principe, c'est lira du pas. texte. Ah Le Pardon. non, principe, c'est de il va c'est vous dire d'essayer qu'il y de a une lire du image, texte. il va vous dire qu'il y a une image, mais il ne va pas vous dire ce que c'est comme image. Mais parce qu'il faut une alternative texte du coup sur les images. En Ah ben fait, oui. sur un document Word, par exemple, si vous insérez une image, vous avez la possibilité de faire un clic droit et d'ajouter une alternative texte. S'il n'y a pas cette alternative, en fait, la synthèse vocale va rester bloquée sur cette image et ne va pas aller sur la suite du document. C'est, Alors, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de moyen facile. Il y en a pas. J'utilise souvent la flèche bas ou haut pour essayer de naviguer avec du clavier pour naviguer dans le document, mais c'est pas toujours évident. C'est Les pas lecteurs toujours, mais d'écran lisent le texte. je pense que même les raccourcis clavier, si à la base c'est pas adapté, le format n'est pas adapté, on peut naviguer que ce soit avec la flèche ou la tabulation, ce qui permet de naviguer. C'est pas toujours évident. Non, allez-y, oui, le Pascal. principe pour des simplicités, c'est du texte. Et c'est pour ça que les PDF, il y a des PDF qui sont sous format texte, mais il y a des PDF qui sont, quand on fait un scan, par exemple, c'est une image, donc là, on ne peut rien lire. Bon, il y a des possibilités, mais en fait, de base, il faut se dire qu'il faut éviter tout ce qui est image. Et pour penser aussi aux personnes malvoyantes, penser au contraste de couleurs. Oui. Une police bleu clair sur un fond blanc, de base, c'est pas bon. Mais parce que la personne aura sans doute un outil pour grossir, mais s'il y a un mauvais contraste à la base, elle aura du mal à sortir de ce mauvais contraste. Donc voilà, pensez au contraste et pensez au texte. Le plus de texte possible et le plus de descriptions. Et C'est ça. l'alternative Voilà. texte aussi, on parlait des images, ne pas mettre trop de détails pour pas se perdre sur l'alternative texte. Et on parlait aussi d'organisation du site internet. Je vois dans le chat aussi les tableaux. Oui, les tableaux, quand on parle de graphique. De graphique aussi, penser à. J'ai vu passer des questions là aussi sur Teams et tout ça. C'est vrai que là, Christine nous faisait part très bien de la situation dans laquelle elle est et qui nous montre que une fois qu'elle a eu sa formation complète et qu'elle a pratiqué un moment avec Outlook qui est accessible, maintenant, ça lui paraît simple. Maintenant, ça lui paraît simple. Mais du coup, ça demande quand même toute cette formation, toute cette pratique et tout ça. Mais une fois que sur un outil accessible, une fois qu'on a la bonne formation et la pratique, ça peut devenir simple, même si c'est jamais aussi rapide et simple que pour une personne voyante. Mais malgré tout, voilà. Mais par exemple, Teams, elle n'a pas encore eu la formation à Teams. Donc, pour l'instant, c'est un outil qui est galère à utiliser pour elle et qui est très peu efficace et qui est très pénible à utiliser. Donc, elle va avoir la formation et elle va avoir aussi un scripting qui existe pour rendre Teams complètement accessible, si je puis dire, et facilement accessible. Mais à l'étape où elle en est, où elle n'a pas eu la formation et où il n'y a pas eu le scripting, c'est ce qu'elle décrit, c'est pénible. Donc, mais ça va devenir. Si on se refait un webinaire dans 1 an, et même 6 mois, quand elle aura eu la formation et qu'elle l'aura pratiqué pendant quelques temps, elle nous dira que Teams, c'est super facile. Par contre, si je peux me permettre, on a parlé de PDF, de Word.
On n'a pas parlé d'Excel. Excel fonctionne très bien aussi. Alors autant, parce que je pense que il me semble que vous avez posé une question, il y a une question qui a été posée sur les graphismes. Autant tout ce qui est graphique, c'est pas possible. Autant tout ce qui est sur Excel, qui sont des tableaux, la synthèse vocale l'interprète très bien. Ok. Mais Et toujours pareil, la vision d'ensemble d'un tableau. Un tableau est souvent construit pour être vu dans son ensemble. Et si on fait des grands tableaux, le lire case par case avec la synthèse vocale, eh ben, c'est très compliqué de suivre sur un grand tableau. Donc, c'est ça la limite quand même si de base, c'est accessible Excel. donc, toujours penser à hiérarchiser les informations et à Et bien simplifier structurer au les documents. maximum un énorme tableau avec 1 milliard d'informations dedans tout en même temps, ben ça, ce sera quasiment impossible à lire. On peut dire ça quasiment. Alors qu'un tableau simple double entrée, oui. Je vous remercie toutes les deux. Je vois l'heure qui tourne. On n'a pas pu répondre à toutes les questions sur le chat, mais on les a pris en copie, et notamment sur les aides du FIP. Je me permettrai de vous répondre directement par mail pour ne pas aborder le sujet ici. On va vous faire juste passer dans le chat un petit questionnaire, comme on vous a parlé au début. Et Christine et Pascal, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, en une ou deux phrases, de quelle est la bonne pratique que vous souhaiteriez donner en conclusion de ce temps d'échange ensemble. Je peux commencer? Ah bah allez-y. La bonne pratique, je ne sais pas s'il y a une bonne pratique. Bon, déjà, c'est un petit peu ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est que on fait avec les moyens qu'on nous propose. Après, où on a cette capacité de pouvoir s'adapter et de vouloir avancer, surtout, où on n'a pas ces capacités-là. Donc, et c'est juste ce que je voudrais rajouter, et après, je laisserai la parole à Pascal, c'est que ça demande aussi psychologiquement beaucoup d'efforts. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer se donnera les moyens, fera avec les moyens qu'on lui donnera, mais il y a toujours aussi besoin psychologiquement d'être aidé pour pouvoir avancer. Aussi, c'est important aussi. Mais bon, je pense que la nature m'a donné d'une certaine force qui me permet de pouvoir combattre au quotidien. Et puis, j'ai de la chance de faire un métier que j'aime beaucoup et du coup, ça facilite aussi. Super. Pascal? J'irai dans le même sens que Christine en disant que c'est de l'individuel. En fait, c'est surtout arriver à s'adapter parce qu'il y a plein de facteurs et il y a plein de personnes autour de la table et c'est important de prendre en compte tous les facteurs et que chacun y mette, chacun a sa part à jouer là-dedans. On était plein autour de la table, comme on l'a dit à plusieurs moments, et il a fallu chacune de ces personnes et que chacune de ces personnes fasse son petit bout du chemin. Et ensuite, l'accessibilité, voilà, il ne s'agit pas juste de résoudre un problème technique d'une accessibilité numérique. C'est plus large que ça. Et ça dépend de plein de choses. On a parlé de la formation, on a parlé de l'acceptation, comme le disait Christine, psychologiquement aussi, ça dépend de ce qui se passe pour la personne à cet instant-là, ça dépend du collectif de travail, ça dépend de tout un tas de petites choses qui se misent bout à bout font que ça peut fonctionner ou que ça peut prendre plus ou moins de temps ou qu'on peut aller plus ou moins loin. Ça, c'est chaque situation est différente. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour ces précieux témoignages et informations. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin pour ce webinaire FASH Accessibilité numérique et handicap visuel qui sera du coup disponible en replay sur la chaîne du FIP très prochainement pour ceux qui n'ont pas pu assister à son entièreté. Je vous souhaite du coup une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.